Et notre invitée jusqu'à 9 heures est la ministre des Armées. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Merci d'être au micro de France Inter. La situation, on l'entendait avec Marc Fauvel dans le journal de 8 heures, la situation dégénère en Syrie. Sommes-nous face à une escalade dangereuse? Êtes-vous inquiète? Nous sommes préoccupés, très préoccupés, et nous suivons évidemment la situation de très près. Ce qui se passe en Syrie est complexe, mais ce qui est certain, c'est que des bombardements très importants ont lieu. Ces bombardements, nous appelons évidemment à leur arrêt. Cela a été demandé à plusieurs reprises et nous appelons également à ce que des couloirs humanitaires puissent être ouverts parce que ce sont des populations civiles qui sont visées. Il y a deux lieux particuliers qui sont visés. D'une part, la poche d'Idlib, d'autre part, la banlieue est de Damas, qu'on appelle la zone de la Ghouta. Et ce sont des combats qui sont inacceptables par leur violence et par leurs conséquences sur les populations. La position de la France, c'est donc de demander pour l'instant corridor humanitaire pour acheminer et arrêt. Et arrêt des bombardements. Vous pensez qu'elle peut aboutir, cette position? Je pense notamment au corridor humanitaire. Les Russes disent déjà, c'est pas d'actualité, ça ne se fera pas. Vous savez, l'important, c'est de pouvoir parler à tous les partenaires et c'est ce que la France s'efforce de faire. Je disais que la situation est complexe en Syrie. On sait aussi que les Turcs sont impliqués en ce moment dans la partie nord. Donc, je crois qu'il faut garder les idées claires. La France a un objectif et un seul, qui est de lutter contre Daesh et de terminer ce combat contre Daesh. Donc que tout ce qui vient perturber, divertir les uns les autres de cet objectif est à bannir, est à proscrire. Madame la ministre, avez-vous la confirmation, je dis bien la confirmation, que des barils de chlore ont été utilisés par les forces du régime syrien sur des populations civiles syriennes? On a des indications possibles d'utilisation du chlore, mais nous n'avons pas de confirmation absolue. Et c'est donc ce travail de confirmation que nous sommes en train de faire avec d'autres d'ailleurs, parce qu'évidemment, il faut que les faits soient établis. En mai dernier, Emmanuel Macron indiquait qu'une ligne rouge très claire, je le cite, existait de notre côté, du côté de la France, donc l'utilisation d'une arme chimique par qui que ce soit ferait, je cite toujours le président, l'objet de représailles et d'une riposte immédiate de la part des Français. On y est, non? Mais justement, on ne sait pas le dire avec certitude. Et c'est cela qu'il faut parvenir à établir. Donc là, pour l'instant, faute de preuves, la ligne rouge n'a pas été franchie. Pour l'instant, faute de certitude sur ce qui s'est passé, sur les conséquences de ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que nous en sommes là où vous dites. Encore une question précise. Est-ce qu'un baril de chlore est une arme chimique ? Un baril de chlore, si vous l'avez dans votre cuisine pour nettoyer votre évier, ce n'est pas une arme chimique. Un baril de chlore, s'il est utilisé dans une configuration d'arme, devient une arme. Alors, vous avez présenté, on y vient, la loi de programmation militaire. Il y a deux phases. D'ici la fin du quinquennat, puis au-delà, on va voir ces questions de découpage. 295 milliards d'euros sont sur la table. Je vais le dire dans mes mots, on a l'impression que du treillis, du gilet pare-balles jusqu'au prochain sous-marin nucléaire, il fallait vraiment tout reprendre du sol au plafond, ou en tout cas investir massivement. Alors, la situation qu'ont connue les armées au cours des 15 dernières années est connue. D'un côté, le budget des armées de la défense à l'époque a fait l'objet, en particulier depuis 2008, d'une forte réduction. Et si je remonte même en avant, le ministère des Armées s'est reconfiguré de façon très forte puisque la conscription a été abolie. Nous sommes passés à une armée de métier. Donc tout ceci a considérablement changé les formats. Et donc ce ministère a vu ses moyens se réduire. Et paradoxalement, au moment où ces moyens se réduisaient le plus, je rappelle, 60 000 suppressions de postes depuis 2007, c'est le moment où la France a vu ses interventions, ses opérations s'accroître. À l'extérieur d'abord, au Sahel, au Levant,
mais aussi sur notre territoire avec l'enclenchement de l'opération Sentinelle. Donc il y a eu ce qu'on appelle un ciseau. Ben voilà, ouais. Voilà, un ciseau entre d'un côté des ressources orientées à la baisse et de l'autre des engagements orientés à la hausse. Et donc ceci n'a pas produit au départ d'effet visible parce que les armées ont conduit leur mission avec énormément d'efficacité et de façon exemplaire. Mais plus le temps passe, plus les effets d'usure apparaissent. Et c'est donc ce que nous avons voulu faire. D'une part, réparer en quelque sorte cette usure qui s'est opérée à la fois sur les équipements et puis aussi sur les hommes et les femmes. Et d'autre part, préparer l'avenir parce que, si vous en souvenez, nous avions lancé une sorte de revue stratégique il y a quelques mois. Et cette revue stratégique nous a montré que nous continuions d'évoluer dans un monde difficile, dans lequel l'imprévisibilité, l'instabilité sont de mise et où les conflits sont de plus en plus durs tout en étant parfois asymétriques, nous venons d'en parler. Donc cet environnement-là justifie que nous ayons une ambition pour nos armées, qui est une ambition que nous nous sommes fixée pour le long terme, pour 2030, et nous avons ensuite décliné les moyens, les programmes dont nous avions besoin pour pouvoir atteindre cette ambition. Et puis par ailleurs, j'ajoute peut-être le plus important, c'est l'engagement que le président de la République avait pris dès la campagne présidentielle de porter l'effort de défense à 2% de la richesse nationale en 2025, conscient qu'il était du constat que j'ai dressé tout à l'heure sur la situation de nos armées. Que répondez-vous au député, alors il est spécialiste, Cornu-Gentil, qui estime que ce budget est survendu, pour reprendre son mot. L'essentiel se jouera après le quinquennat, il y aura révision en 2021. C'est un budget au conditionnel, a-t-il dit. Je crois qu'il y a un trompe-l'œil. Au Parlement, il y a des spécialistes du conditionnel. Et les 8 mois que je viens de passer dans cette fonction montrent qu'effectivement, nous avons besoin, et je trouve ça finalement normal, de démontrer pas à pas que ce sur quoi nous nous engageons, nous le faisons. Et donc, en 2017, on m'avait dit que les annulations de crédit ne permettraient pas de réaliser le budget dans son intégralité. Eh bien, nous avons démontré, à la fin de l'année, que cette suspicion était infondée, puisqu'il n'a pas manqué 1 euro au budget des armées en 2017. Et donc, vous lui dites, je parle au présent, au futur, pas au conditionnel. Et je ne parle pas au conditionnel. Donc, nous prenons des engagements. Ce sont des engagements très forts. Et ces engagements, ils seront vérifiés pas à pas, mois après mois. Et le Parlement, j'en suis certaine, aura à cœur d'assurer ce contrôle. Ce qui est important, je crois, c'est de pouvoir donner une vision et de pouvoir aussi s'engager ce sur quoi on peut s'engager. Et nous avons, en tant que gouvernement, un objectif qui est aussi celui de la maîtrise des finances publiques. Donc, investir autant d'argent que ce que la loi de programmation militaire prévoit pour régénérer nos armées et moderniser notre défense, c'est un effort exceptionnel, sachant le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de pilotage et de maîtrise de nos finances publiques. C'est-à-dire, oui, les 2% pour l'armée doivent se conjuguer avec les 3% demandés à la France. Exactement. Et là, il n'y aura pas d'effet de ciseaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas cisailler une partie du budget de la défense pour rentrer dans les clous demandés par Bruxelles. Eh bien justement, c'est une des caractéristiques de cette loi de programmation, c'est en effet qu'elle est sincère. Ça, c'est un autre procès qu'on nous a souvent fait, qu'il n'y avait pas tous les crédits, que les opérations extérieures n'étaient pas correctement budgétées, que nous comptions sur des recettes qui ne viendraient jamais. Tout cela, c'est terminé, puisque des règles sont posées dans cette loi de programmation militaire. Et par exemple, on dit que la provision pour opérations extérieures, si elle est insuffisante, elle sera financée par l'interministériel, et que si cette provision est trop importante, eh bien le budget des armées en conservera le bénéfice. Quelques questions qui touchent à l'armée. Florence Parly, le parquet national financier enquête en ce moment sur des soupçons de malversation dans le transport aérien militaire. Une société française est particulièrement mise en cause. Est-ce que cette entreprise est aujourd'hui écartée des marchés publics de votre ministère ? Alors tout d'abord, moi j'ai enclenché un article 40. Article 40, ça veut dire que quand une autorité, quelle qu'elle soit, une personne a connaissance d'un fait qui pourrait laisser penser
que la loi n'a pas été respectée, elle a l'obligation de le signaler et d'en saisir la justice. C'est ce que j'ai fait sur la base des éléments que j'avais en ma possession. Et depuis, cette société n'est plus en contrat avec notre ministère. Autre question qu'on avait suivie sur France Inter, sur le logiciel Louvois qui gère la paye des militaires et qui est de notoriété publique, une folie kafkaïenne informatique. Quand est-ce que le nouveau logiciel Source Solde, si je ne m'abuse, quand est-ce que ce nouveau logiciel va entrer en vigueur ? Eh bien, il entrera en vigueur lorsque nous serons certains qu'il n'y aura pas de nouveaux bugs, parce que le pire, ce serait de reproduire ce qui s'est passé au moment du passage sur le logiciel Louvois et qui a causé tant de troubles et tant de difficultés à un grand nombre de militaires. Donc je ne veux pas que cette situation se reproduise et donc je prendrai le temps nécessaire pour m'assurer que lorsque la bascule sera initiée, Opéré, nous aurons la certitude que cela fonctionne. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour l'instant vous n'avez pas Pour d'échelle de l'instant, temps. nous comptons en termes de mois. Mais je ne veux pas m'engager parce que Sur je une pense date. que ce serait tout à fait imprudent. Et encore une fois, c'est l'objectif qui prime. Une question de moi. Donc, va-t-on continuer, toujours sur Louvois, à exiger des militaires surendettés, parce qu'il y a eu des cas de cette nature, qu'ils remboursent les trop versés par erreur à cause de Louvois, ou bien allez-vous décréter un moratoire ou des recours gracieux pour les plus touchés ? Alors cette situation est très largement derrière nous. Elle a été gérée pendant de nombreux mois. Aujourd'hui, le logiciel Louvois est quasiment sans erreur. Pas totalement sans erreur. Nous sommes passés de 97 à 98% de fiabilité, ce qui veut dire qu'il y a encore 2% d'erreurs, et c'est donc 2% qui sont inacceptables. Mais les phénomènes qui avaient conduit à ces trop-versés donnant lieu à des remboursements sont très largement derrière nous. Comment travaille le gouvernement alors que 2 affaires touchent 2 ministres cruciaux, Gérald Darmanin, Nicolas Hulot ? Quelle est l'atmosphère ? L'atmosphère est au travail. Et rien ne serait pire que de se laisser divertir par des affaires qui n'en sont pas. Je ne veux pas revenir sur la journée d'hier qui a été, sur le plan médiatique, un véritable tourbillon, qui est un tourbillon qui n'est fondé sur aucun élément tangible. Et donc je crois que plus que jamais, il faut que nous fassions corps autour de nos collègues dont la probité est mise en cause de façon totalement injustifiée. Et donc nous sommes au travail. Mais c'est difficile, évidemment, surtout pour ceux qui en sont les victimes.